Bien. Donc, déjà, quelques mots sur la méthode. On est loin de Standard & Poor's, du triple A, de cet angélisme dans lequel nous avons baigné au cours des dernières années dans cette enceinte. Je vois que l'angélisme est resté quand même dans les rangs de l'opposition. On est aujourd'hui sur la transparence financière. On a aujourd'hui, et l'enjeu n'était pas de faire la vieille méthode de l'audit qu'on oppose à la gestion précédente. Force est de constater toutefois que lorsque l'on dit que c'était extrêmement bien géré, j'ai quand même quelques doutes. Les faits sont là et ils sont coriaces. Entre 2009 et 2014, c'est moins 35 millions d'euros pour nos infrastructures et nos territoires. Ces infrastructures ont été sacrifiées par la précédente majorité. Pour la même période, les dépenses de fonctionnement ont explosé. Le recours à l'emprunt s'est accru sur les 2 dernières années. En un mot, le département s'est endetté pour fonctionner et non pour investir. Aujourd'hui, 51, bien sûr que si, c'est possible. On vous expliquera comment c'était fait, Mme Auger. 51% de nos dépenses sociales, c'est plus 17% par habitant en 4 ans. Il y a peu de chances de voir ces dépenses baisser, ça a été rappelé ce matin, dans les prochaines années, notamment quand le gouvernement socialiste entend revaloriser le RSA avec l'argent des autres. Il faut là encore voir une nouvelle politique tournée vers un meilleur contrôle et vers un accompagnement au retour de l'emploi. L'heure est grave, et l'heure, EURE. En 2010, la majorité précédente installait sur l'hôtel du département une banderole géante dénonçant le gel par le gouvernement de droite des dotations de l'État. Où sont-ils aujourd'hui pour dénoncer ce gouvernement de gauche qui baisse ces mêmes dotations? Où étiez-vous samedi, messieurs? Où étiez-vous? Vous étiez à Évreux? On ne vous a pas vu. Remettez-les. Pour les 3 prochaines années, c'est moins 40 millions d'euros que l'État compte désengager du budget du département de l'Eure. Que les socialistes ne viennent pas nous faire la leçon. C'est une politique de gribouille qui est menée actuellement. Une politique de gribouille. Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, disait Émile de Girardin. Aujourd'hui, il nous semble nécessaire de faire des économies. Je voudrais en profiter juste pour répondre à 2-3 collègues. Frédéric Recourt qui nous parle de bonne gestion et de non-augmentation des impôts. De la fiscalité directe, certes, mais je crois qu'on l'a vu ce matin, la fiscalité directe est déjà au-dessus. En revanche, vous avez tendance à zapper rapidement tout ce qui a été augmentation de la fiscalité indirecte au cours de ces dernières années. L'austérité, Gaëtan Levritre, on a entendu un discours de politique générale, je crois que ça fait 4 ans maintenant que je suis ici. À chaque fois, j'entends le même discours. Il est complètement déconnecté de la réalité locale. On est sur un discours de politique nationale à chaque fois. On n'est pas dans la même enceinte. C'est ça. Francis Courel et l'audit organisationnel, je vais aller vite, qui parle de la cogestion avec les organisations syndicales. Je pense que la mémoire doit lui faire défaut également. Moi, il me semble avoir vu quand même les salariés du Conseil général envahir cet hémicycle pour Iris, de voir le SDIS défiler devant les portes. Enfin, ça, c'est quand même des choses qu'il faut se rappeler, Francis. Deuxième chose, sur la politique transversale et notamment CAP 21, l'audit n'a pas dit que ce n'était pas fait. L'audit a dit qu'il fallait se servir de la méthode CAP 21 pour avoir une politique transversale. Moi, l'audit organisationnel, je ne l'ai pas trouvé de moindre qualité que l'audit financier. Je trouve qu'il pose les bonnes questions et qu'il faut vraiment se prendre en main pour pouvoir y répondre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duché. La parole est à Monsieur Lepinteur. Merci, Monsieur le Président. Après lecture et analyse des ratios de l'audit financier, je pourrais rentrer dans un débat technique, mais je pense, je l'espère, que tout le monde a conscience du défi qui nous attend. En regardant les données financières, je me suis souvenu de cette fameuse réplique de Cousin Hugues dans le film La haine. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Voilà l'homme, c'est le budget du département de l'Eure. Depuis 2012, nos ratios se dégradent. Notre épargne brute dévisse, notre dette augmente. Le manque d'anticipation de la majorité précédente est à déplorer et nous oblige immédiatement à stopper l'augmentation des dépenses de fonctionnement. La majorité socialiste s'est réfugiée derrière une agence de notation qui l'a confortée dans son choix de l'inaction budgétaire. Pendant ce temps, la chute s'est accélérée. Là, je ne parle que du budget du département. Je n'oublie pas non plus la gestion désastreuse du bailleur social, leur habitat,
qui est aujourd'hui dans une situation financière préoccupante, mais ma voisine Diane pourra en parler mieux que moi. Je pourrais aussi vous parler d'heures aménagement-développement, une SEM. Monsieur Recourt, je ne vous ai pas... Voilà. Merci, monsieur Recourt. Je pourrais également vous parler d'heures aménagement-développement, une SEM dont le département est l'actionnaire majoritaire, qu'on a tout fait stratégiquement et financièrement en ne lui donnant pas les moyens nécessaires pour développer notre territoire. Mes chers collègues, si pour certains, jusqu'ici, tout va bien, nous allons devoir faire preuve de courage et de responsabilité en mettant en place un plan d'économie qui débouchera sur des arbitrages radicaux et des décisions douloureuses. Si nous ne le faisons pas, ce ne sera pas un atterrissage, mais un crash en 2017. Merci, monsieur Lepinteur. Madame Le Seigneur. Merci. Alors, je voudrais juste rassurer sur un point, enfin, s'il peut être rassuré sur le sujet, monsieur Recourt, à propos des chambres de commerce. Effectivement, il s'agissait bien là de la CCI du Havre et non pas de la CCI de l'Eure. Mais néanmoins, les difficultés financières des CCI sont dues au gouvernement que vous supportez, parce que je vous rappelle que dans le cadre des économies, elles sont également touchées, que nous devons baisser les moyens de 40%. Donc de toute façon, on a beau être effectivement chambre de commerce, quand on est tapé par l'État, c'est la même chanson. Maintenant, je vais toujours rester, je suis désolée, sur monsieur Recourt, vous m'en voudrez pas. Vous parlez de bonne gestion, effectivement, donc je reviendrai sur la gestion, notamment, parce que vous en étiez le président d'Eurhabitat. La faillite, on en est à la veille ou l'avant-veille. Et pour l'instant, on est à l'intérieur. Oui, mais nous, on est à l'intérieur. Le conseil d'administration est en train de regarder les chiffres. On est en train donc de voir que les résultats sont bien dramatiques, dû à des politiques qui ont été engagées, des décisions politiques qui ont été prises, notamment sur les 14 dernières années, avec un problème de pilotage que vous avez bien connu, et notamment des choix politiques par rapport à l'ANRU 1. L'ANRU 1 a pesé sur Eurhabitat pour des montants qui aujourd'hui nous mettent dans le mur. Deuxièmement, pour la politique au niveau du désamiantage, toujours menée par le même gouvernement, qui nous impose des dépenses que l'on ne pourra pas arriver à subvenir. Donc maintenant, il va falloir prendre des mesures et il y a du boulot sur la planche. Maintenant, je reviendrai juste sur un certain point par rapport à l'organisationnel. L'organisationnel, manque de pilotage, oui, et notamment sur certains points bien précis. Alors, je vais essayer d'être claire, moi, juste sur un détail qui m'a choquée. On n'est pas là depuis longtemps, on découvre les choses au fur et à mesure. Avec le naturel que moi je peux avoir, Iris, tout le monde s'en est gargarisé. Bonjour Iris. Iris, par exemple, sur le problème du FSH, lorsqu'il a fallu qu'on fasse la réunion avec tous les contributeurs, il y a un gros problème, il n'y a plus de communication au niveau de l'argent auquel ils contribuent. Il n'y a pas de traçabilité, on se retrouve avec la méfiance des bailleurs sociaux. Je leur ai dit, il faut qu'on contractualise ensemble. Oui, mais alors là, il faudra peut-être que vous nous disiez un petit peu plus où va notre argent. Je peux les comprendre. Très honnêtement, je peux les comprendre. Donc là, il y a vraiment un gros travail. C'est bien beau de mettre des grosses machines en place, mais derrière, s'il y a de la déperdition d'informations, manque de traçabilité, on a un gros problème avec ce point-là. Et maintenant, je pense qu'on a aussi une solution que je n'ai pas vue dans les audits, peut-être, mais on a également, je pense, un travail à faire avec les structures qui sont autour de nous, les autres collectivités locales, les chambres consulaires, parce qu'il y a redondance parfois de sujets sur lesquels on travaille, et tout le monde travaille sur les mêmes sujets, travaille dans son coin, et il y a de l'argent, énormément d'argent des contribuables qui sont perdus. Voilà. Merci, Madame Le Seigneur. Je n'ai rien à enlever à ce que vous avez dit sur Eurhabitat, et Clarisse Join s'excuse, elle nous a quittés pour partir en déplacement professionnel, mais je sais que la question du logement avec Madame Delalande pour la Sécomil, Madame Join pour Eurhabitat et vous-même en tant que vice-présidente, on aura des choses à dire aux Euroises et aux Eurois en 2016. J'avais une prise de parole de Monsieur Jubert. Oui. Allez-y, Monsieur Jubert. Je vais être très, très bref. Je voulais simplement dire, oui, Gaëtan, t'es gentil, mais alors... hein, tu veux dire, la droite a fait le mal et la gauche a fait pire, c'est ça? Ouais, et la gauche a fait pire depuis qu'elle est au pouvoir, mon pauvre Gaëtan. Tu dois souffrir, alors. Bon, moi, je voudrais dire aussi au président de la commission... Monsieur Jubert a la parole et lui seul. Arrête. Monsieur Levitre, on n'est pas dans la rue ici, on est dans l'hémicycle. Monsieur Jubert. Donc, je voudrais dire aussi que j'étais un peu troublé par la logique du président de la commission des finances, M. Recourt, parce que vous dites que c'est un audit qui est très conservateur. Si, vous avez dit qu'il était très en retrait, très pessimiste, etc. Vous avez dit qu'il était pessimiste, mais
en soi, tout banquier vous dira que c'est pas mal de... Heureux les pessimistes, ils ne seront jamais déçus. Mais à ceci près que vous dites, ah bah oui, mais si en 2017, il y a une autre politique, ce que personnellement je souhaite, il faudra réviser, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça ne fait rien qu'il soit un peu pessimiste pour l'instant. Il est pessimiste parce que vous dites, au niveau des recettes, on est très négatif. Ben, on est négatif parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts. C'est tout. Et il faut vous dire, moi j'ai l'impression que tel qu'étaient partis vos budgets, si vous aviez été reconduit, vous auriez été obligé d'augmenter les impôts. Vous étiez incapable de tenir sans une augmentation massive des impôts. Et ça, il faut le dire. J'ai fini. Non, mais c'était très clair. Monsieur le Président Lehongre. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais rappeler certaines choses quand même. Le budget 2014 qui avait été monté était quand même un budget préélectoral. Et on voit aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, le budget 2015 défiler. Et on se rend compte qu'on pourrait presque dire que l'audit qui a été fait sur les chiffres 2014 est déjà un peu décalé par rapport à la réalité. Et on voit que l'engagement déjà pris au bout du 9e mois de l'année, 2015, prouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas en 2017 qu'il faut s'attendre à un gros coup de ciseau, mais dès 2016. Puisqu'aujourd'hui, l'autofinancement aujourd'hui nécessaire pour boucler notre budget devrait dès cette année arriver à 35 millions d'euros, avec un endettement qui malheureusement va continuer à s'envoler. Donc ne jugeons pas aujourd'hui les autres. Nous sommes le résultat d'une nouvelle équipe qui a été mise en place suite aux élections, comme l'a dit le président tout à l'heure. Nous avons été élus. Les Eurois nous font confiance. Nous sommes face à un mur. Et c'est vrai d'avoir par moments des objectifs, je dirais, pondérés par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Aujourd'hui, la réalité est présente. Nous sommes dans le dur. Globalement, par rapport à ce que nous avons demandé au service, il nous manque encore plus de 5 millions d'euros pour finir ce budget. Donc, même si nous pouvons ou espérons un optimiste qui pourrait arriver dans les années à venir, gérons déjà la problématique de 2016, voire de 2017, avec des efforts qui pourraient aussi aller beaucoup plus loin que ce que nous avons prévu. Mais croisons les doigts en espérant peut-être à un moment avoir des bonnes nouvelles, comme peut-être Alfred a pu l'avoir auprès du gouvernement, où dès 2018, le gouvernement viendra boucher les trous des différentes collectivités territoriales. Merci. Merci, Monsieur Long. Monsieur Rassaer. Alors, je vais juste commencer par une citation. « J'engagerai une nouvelle étape de la décentralisation en associant les élus locaux. Je ferai voter une loi sur le renforcement de la démocratie et des libertés locales. Elle prévoira notamment l'abrogation du conseiller territorial et la clarification des compétences. Un pacte de confiance et de solidarité sera conclu entre l'État et les collectivités locales, garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel. » Engagement 54 de François Hollande. Et il faut juste quand même dire une chose. C'est évidemment une trahison qui a lieu aujourd'hui, une trahison avec la complicité des députés, des parlementaires socialistes, et il y en a certains dans le département, et avec la complicité des élus locaux qui faisaient partie de leur majorité à ce moment-là. Je crois qu'il faut quand même dire les choses. Je vais prendre un cas très local, comité de communes de Gisors, Epte-Lévrière. Pardon ? Oui, mais je donne un exemple très local pour juste signifier... Très sérieusement, Madame Auger, cessez d'interrompre tout le temps les orateurs. À quel niveau de trahison Car si on se je situe. demande à ma majorité départementale de vous interrompre comme vous le faites à chaque fois, je crois que vous n'arriverez jamais à en placer une, parce qu'on est plus nombreux que vous. Donc, ayez le respect de l'orateur. En plus, Monsieur Rassaer a du temps, puisque le groupe majoritaire n'en est qu'à 13 minutes sur 39. Donc, on peut encore avoir le loisir de continuer. Monsieur Rassaer a la parole, et lui seul. Et la différence, Madame Auger, c'est que je ne fais pas une motion pour défendre la communauté de communes, je prends un exemple. Bon. Donc, l'exemple, c'est de dire que l'année prochaine, la communauté de communes de Gisors-Epte-Lévrière, 0 € de dotation de l'État. 7 000, quasiment 0, on va dire. L'année d'après, prévision budgétaire, dotation négative. Personne n'en parle de ça. Il y a des EPCI aujourd'hui qui vont avoir des dotations négatives. C'est-à-dire que l'État va prendre dans les caisses des EPCI. Ça s'appelle du vol. C'est du vol.
Donc le gouvernement est en train de voler les collectivités territoriales. C'est dans ces termes-là qu'on doit parler. Trahison, vol. On est à ce niveau-là. Et je suis assez surpris que les élus de gauche ne dénoncent pas plus cela. Alors je comprends que vous soyez gênés. Pas tous. Et en effet, samedi à Évreux, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a... Non mais d'accord, je parle pas pour vous, mais j'en ai pas vu beaucoup. Bon. Deuxième point, j'ai été assez frappé par deux choses. Et je ne parle pas pour tous les élus qui ont pris la parole, mais M. Levitre et M. Courel. Vous êtes enfermés dans le passé. Vous êtes enfermés dans le bilan. Vous dites, on est passé très vite sur le bilan, mais c'était une volonté de notre part. Ce n'est pas qui nous gêne, c'est parce que vous voulez parler de l'avenir. Et il y a certains de vos collègues qui l'ont compris, et très bien. Eh bien, parlons de l'avenir. Vous avez été aux affaires pendant 14 ans. C'était quoi vos propositions dans ce que vous avez dit? À part dire encore que c'est de la faute de Sarkozy. C'est dingue d'être encore enfermé dans un anti-sarkozysme pareil. Non, attendez. Vous avez dit encore... J'ai cru que vous alliez remonter à Pompidou un moment. C'est bon. Enfin, je veux dire, François Hollande est aux affaires depuis 3 ans, c'est encore de la faute à Sarkozy, quoi. Arrêtez maintenant, prenez vos responsabilités. Qui a élu François Hollande président de la République? Monsieur Levitre. Qui a élu François Hollande président de la République? Qui l'a soutenu? Vous en faites bien partie. Alors on assume au bout d'un moment. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est arrêtons d'être enfermés dans un bilan. Et moi, j'attends, personnellement, de l'opposition, des propositions concrètes. Monsieur Levitre, j'ai entendu aucune proposition. Vous êtes dans l'incantatoire. Vous êtes dans l'incantatoire. Monsieur Levitre, désolé, mais c'est pas au niveau du débat qu'on doit avoir. Non, mais attendez, on est au département et vous faites des incantations en disant prenons l'argent aux riches. Comment on équilibre le budget demain, monsieur Levitre? Attendez, monsieur Levitre, s'il vous plaît, je crois que le groupe communiste a eu largement le temps de s'exprimer. Monsieur Rassaer a la parole. On comprend que vous soyez gêné, mais c'est monsieur Rassaer qui a la parole. Mais vous lui avez coupé aussi. Non, mais moi j'ai le droit. Moi, il y a un règlement intérieur qui me le permet et des gens qui m'ont fait confiance, madame Auger. Le groupe communiste a eu largement le temps de parler. Je voulais juste finir là-dessus. La prochaine fois, j'aimerais juste entendre des propositions. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on aurait aimé que dans vos 5 minutes largement dépassées, on ait un peu de propositions et un peu moins de politique nationale, politicienne qui n'amène à rien. Merci. Merci, monsieur Rassaer. Monsieur Legendre, ferez-vous œuvre de consensus? Je n'en suis même pas certain. C'est pas trop mon style, alors. Bon, monsieur le Président, mes chers collègues, je ne sais pas si nos nouveaux collègues, tous ceux qui n'ont pas été conseillers départementaux, mesurent l'avantage qu'il y a à avoir, pour le Président et la majorité, tenu un engagement qui était de dire ce que nous n'avions pas obtenu, il y aura une présidence de la Commission des finances confiée à l'opposition. Je l'ai réclamé 20, 30, 40 fois. Et aujourd'hui, on voit concrètement l'intérêt qu'il y a de pratiquer de cette façon démocratique, qui est adoptée comme un standard minimum par beaucoup d'instances. Et moi, tout à l'heure, l'intervention d'Alfred Recourt, bon, bien entendu, il y avait quelques coups de griffe, il y a quelques postures, mais ça, on peut tout à fait le comprendre. Sur le fond, je crois que rapidement, on se rejoint face à des nécessités, car on peut les uns et les autres épiloguer et dire nous étions le département, le 3e ou le 4e mieux géré de France, etc. Ce à quoi on vous répliquait très traditionnellement, mais on est à la fin fond des classements des départements en termes de services, etc. Qu'aujourd'hui, on va nous dire c'est une gestion. Et personnellement, et j'ai pas souvent entendu Heure Avenir dire autre chose, on n'a jamais fait un procès en incompétence. Comme ça serait une vie formidable pour un élu si systématiquement nos contradicteurs, je dis même pas nos adversaires, étaient forcément des incompétents. En général, c'est pas là où ça se passe. C'est dans un certain nombre de choix que nous sommes amenés effectivement à nous différencier. Et autant j'ai toujours essayé d'avoir un rôle constructif dans l'opposition quand on le pouvait, en même temps, avec constance, on vous a dit deux choses. Il y a une gestion qui est
opaque par certains aspects, et notamment, on l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric qui l'a rajouté, en disant l'apparente stabilité de la pression fiscale était une illusion qui n'a pas fait du tout illusion aux contribuables, puisque toute la fiscalité indirecte, elle, a été mise au maximum. On peut rappeler, par exemple, l'augmentation sur les droits de mutation, et que aussi, on a externalisé l'endettement ou les charges, par exemple, en n'équilibrant pas un dossier que j'ai souvent vu avec Pascal Lehongre, par exemple, sur la gestion du prix de journée des personnes âgées, etc. Il y avait toute une dissimulation qui existait. Et puis aujourd'hui, de dire cette gestion, paraît-il, exceptionnelle, comme on nous l'a présentée, en même temps, on est face au mur. On est face au mur financier. Alors, est-ce que c'est 2016, 2017 ou éventuellement un petit peu après ? On voit bien qu'il y a eu quelque part une certaine cécité par rapport à ce qu'il fallait faire. Alors, moi, encore une fois, c'est pas du tout un procès à l'égard de qui que ce soit, c'est de se dire, nous sommes les uns et les autres, là où nous sommes chargés de la gestion de ce département, et très souvent chargés de la gestion de telle ou telle collectivité. Il faut, au regard de la gravité de la situation, de ce qu'attendent nos concitoyens, bon, après avoir dit ce qu'on avait peut-être à dire les uns et les autres, et ceux qui se sentent particulièrement impliqués dans la controverse idéologique, bon, il faut rapidement mettre ça de côté et d'essayer ensemble de surmonter ces problèmes. Alors, j'entendais ce que disait Alfred Recourt tout à l'heure. Moi, je suis preneur d'une recette pour économiser 100 000 € sur la gestion de la petite enfance chez moi, mais je ne doute pas qu'il y ait des idées tout à fait intéressantes à Conges. Il m'est déjà arrivé de m'en inspirer, et puis éventuellement, à tour de rôle, on peut échanger. Bon, je crois que les efforts qui ont été décrits et qui sont légitimes, évidemment, ne doivent pas oublier quelque part l'égalité des territoires qu'il faut essayer de ménager, parce qu'on peut être tout à fait inquiet. La mobilisation que moi j'ai trouvée exceptionnelle, en dépit de l'absence de certains de nos amis qu'on s'attendait de voir à nos côtés samedi, montre bien que tout le monde partage bien la conscience de cette extrême difficulté pour l'ensemble de nos collectivités. Et il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et tout à l'heure, c'est Bruno Kittel qui m'interpellait sur la question des routes départementales, en disant ayons bien une réflexion qui soit globale. Le contribuable, il est un. Et nous devons considérer, on parle souvent du bloc communal, il faudrait peut-être considérer aussi le bloc local. Ça peut être une solution technique, rationnelle, de dire on va transférer la charge de certaines routes départementales sur les collectivités inférieures. Sur le plan financier, ça change strictement rien, car la charge qui était sur le département sera sur l'intercommunalité ou tel regroupement, et au total, c'est toujours le contribuable qui paye. Donc, ne faisons pas de démagogie, mais je suis certain qu'on n'en fera pas. Regardons bien dans les évolutions de ne pas déséquilibrer trop gravement nos partenaires indispensables que sont les collectivités. Tout à l'heure, on parlait de la hauteur du débat. Il faut vraiment qu'on ait... C'est pour ça, moi, je m'agace un petit peu quand même dans le combat de ping-pong partisan, parce que c'est vraiment pas le problème. Il faut aujourd'hui que l'on prenne à bras-le-corps une difficulté, et une difficulté dont on voit bien qu'elle ne va pas être virtuelle. Elle va se solder et dans nos communes, et dans nos communautés, et je le pense peut-être dans nos départements, par une modification d'un certain nombre de prestations ou de comportements ou d'aides qu'on pouvait apporter à nos populations. Alors, ayons le sérieux, et ayons le sérieux de l'unité pour aborder et surmonter ces difficultés. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Legendre. Monsieur Bonamy. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, après une session extraordinaire qui nous a fait, pour certains, découvrir des choses importantes, puisqu'on a parlé de budget. Moi qui suis dans cet hémicycle depuis effectivement aussi 4 ans, on nous rabâchait que depuis 4 ans, c'était un département qui était bien géré. Je ne rentrerai pas dans le débat qui s'est instauré tout à l'heure entre certains de mes collègues. Avant d'affirmer de telles choses, je pense qu'il faut faire attention aux mots que l'on peut employer, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui était vrai hier n'est peut-être pas vrai aujourd'hui, et que
les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées, puisque la donne, nous ne l'avons pas dans les mains. Ça a été très justement dit tout à l'heure. La baisse importante des dotations de l'État, moins 10 millions pour l'année 2015, sur ce département fait que ce qui était vrai, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Donc il faut regarder un petit peu les choses sérieusement et se dire qu'il y a sûrement des économies à faire, il y a sûrement un gros travail en interne à faire, sans lancer la pierre à qui que ce soit. Peut-être que se cacher derrière des agences de dotation n'était peut-être pas non plus la meilleure des solutions, puisque c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. La preuve en est, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi belles que l'on a pu nous le dire, et qu'il faut les regarder de façon responsable, c'est-à-dire qu'il va falloir aborder aujourd'hui les quelques années qui sont devant nous, avec beaucoup de rigueur dans l'organisation, et je reviendrai un petit peu plus profondément sur cette audit, où on s'est aperçu qu'il manquait cruellement dans cette maison de transversalité. La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, c'est un petit peu gênant, puisqu'on s'aperçoit que derrière tout ça, eh bien finalement, il y a des hommes, il y a des gens qui ont, et ça a été dit par les uns et par les autres, la volonté de travailler, de faire avancer les dossiers, mais ces dossiers sont malheureusement, quelquefois se perdent dans les méandres, puisque la façon de travailler dans cette maison, c'était une façon très verticale, puisque tout revenait au cabinet du président, et que ça prenait beaucoup de temps, on l'a bien remarqué les uns et les autres, et qu'aujourd'hui, si on demande de mutualiser certains services, si on demande aux gens d'avoir un petit peu plus de capacité d'adaptation, eh bien les choses, je pense qu'elles iront dans le bon sens si les gens sont capables de se dire que l'affaire de la gestion d'un département, c'est pas uniquement l'affaire d'un service ou de quelques personnes dans un service, mais c'est vraiment l'affaire de l'ensemble des agents de la collectivité. Et ça, je tiens à le souligner. Je tiens aussi à dire qu'il y a des pistes. Il y a des pistes qui ont été apportées par le cabinet, principalement, et là je répondrai à Bruno Kettel, sur les routes. Effectivement, c'est un débat. Moi, quand je me suis saisi de ce dossier, la première chose que l'on m'a dit dans le service, c'est les agences routières, l'état des routes, et nos collègues qui sont maires dans ce département nous le disent tous les jours, les routes, et encore les routes. Bien sûr, il va falloir regarder de façon, je dirais, très professionnelle, savoir ce que l'on doit mettre en place sur ces 4200 et quelques kilomètres de routes qui appartiennent à notre département, comment on doit les gérer, comment on doit les prendre en compte. Mais il faut les prendre aussi en compte avec aujourd'hui les autres départements qui vont former demain la Grande Normandie, c'est-à-dire autant le département du Calvados que le département de l'Orne et bien sûr le département de la Seine-Maritime. On ne doit pas prendre des décisions de façon hâtive au risque de déséquilibrer certains équilibres. Nous avons aussi, pour terminer sur le chapitre des routes, un certain nombre de concessionnaires autoroutiers, que ça soit sur la 13 ou la 28. Il faudra aussi, et c'est déjà fait, les mettre autour de la table pour discuter avec eux sur ce qu'on doit faire au niveau de nos axes routiers et surtout pour les gros tonnages. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Donc, la feuille de route, elle est très claire. Moi, je préfère me regarder plutôt vers l'avant que regarder dans le rétroviseur. C'est bien, j'ai bien entendu les différents orateurs en disant « Ah, c'était bien, c'était bien, c'était bien ». J'ai l'impression de revivre un remake un petit peu du temps jadis. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder devant soi pour regarder non seulement et pour se projeter très rapidement de façon à trouver des solutions qui, comme vous l'avez remarqué les uns et les autres, parce qu'on ne peut pas le nier, dans le travail qui a été fait autant sur le plan financier qu'au niveau de l'organisation, aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de se poser des questions. Il faut agir. Et je suis persuadé que la majorité départementale va trouver les solutions avec l'ensemble
bien sûr des élus, mais il va falloir agir très rapidement. Voilà ce que je voulais apporter à ce débat, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bonamy. Dernière prise de parole, Madame Tamarel Virag. Merci, Monsieur le Président. Juste pour réagir sur la réorganisation dans le domaine de l'action sociale, je pense que loin de nous, l'idée ou la volonté de dire que tout a été fait en dépit du bon sens. Il y a une volonté, je pense, de vouloir réorganiser et peut-être optimiser le fonctionnement des services. Moi, je me suis effectivement penchée sur Iris. Il y a eu, à mon avis, de bonnes idées par rapport à la répartition des rôles, même si, comme Diane l'a mis en avant, par rapport à la transparence ou à la communication des informations entre les différentes instances, il y a sûrement à revoir. Par ailleurs, moi, ce qui m'a frappé effectivement et qui a été mis en avant par l'audit, notamment au niveau de la réorganisation, c'est comme vous l'avez pu le constater, la division, enfin l'organisation des UTAS par rapport aux autres organisations, que ce soit logistique, voilà. Donc je pense que là, effectivement, ça frappe et on se demande pourquoi ces choses-là n'ont pas, enfin cette organisation n'a pas été optimisée. Les chevauchements posent évidemment question. Comment on peut fonctionner rapidement quand les différents territoires ne correspondent pas? Ça, c'était une première remarque, une première réflexion. Et la deuxième, elle émane des premières visites que j'ai pu faire au niveau des UTAS, où une des responsables, me faisant visiter l'ensemble de ces centres, saluant avec beaucoup d'intérêt, je pense, les personnes qui étaient là, me dit bah oui, ça fait longtemps que je les ai pas vus parce que effectivement c'est pas évident sur le terrain de pouvoir se rendre présent. Et là, franchement, je vous assure, ça m'a interloqué parce que moi, dans ma vie professionnelle, en tant que responsable d'une équipe de 20 personnes, la première des responsabilités à laquelle je veux faire face, c'est de me rendre présent à l'ensemble des personnes qui travaillent dans les structures professionnelles que j'encadre. Et ça, franchement, ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, comment c'est possible qu'une responsable ne visite les personnes qu'elle a à encadrer que si peu de temps? Et je pense que là, ça nous pose vraiment question sur effectivement l'organisationnel. Loin de moi de vouloir faire polémique ou d'accuser qui que ce soit, mais je pense que évidemment, il faut revoir ce type de fonctionnement, car un service ne peut bien fonctionner, à mon avis, qu'à partir du moment où le responsable est facilement accessible et qu'il met en avant une action toute particulière à l'ensemble des personnes qui l'encadrent. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et j'espère que la réflexion que nous mènerons ensemble avec les services, loin de là de vouloir mettre à mal qui que ce soit ou l'organisation, les personnes qui sont dans les services, comme l'audit l'a fait remonter, il est évident que les personnes qui travaillent au département ont à cœur de bien y travailler, mais je crois qu'on doit contribuer avec participation, parce que pour moi c'est premier, pour qu'un service fonctionne bien et que des gens se sentent partie prenante et avec intérêt dans la mission qui leur sont confiées, la réflexion doit se mener avec eux et être faite de façon participative. Et en tant que vice-présidente, je m'y attacherai parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens il faut faire comme ça. Il faut qu'ensemble, on ait trouvé le sens et l'intérêt de fonctionner, de travailler de cette façon. Voilà, c'était une remarque que je voulais soumettre à la réflexion de tous. Et voilà, en témoignant à nouveau, enfin en s'engageant à nouveau, moi je pense que j'ai montré que j'étais une femme d'engagement, que nous le ferons ensemble et avec les salariés de cette fonction territoriale. Je vous remercie, Monsieur le Président.